Voilà, nous allons débuter la commission. Donc, mes chers collègues, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue en votre nom à tous à Monsieur Michel Cadot, président de l'Agence nationale du sport, et à Monsieur Frédéric Sanor, directeur général, qui vont nous présenter le rapport d'activité de l'agence pour l'année 2022. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, cette audition devant notre commission est certes imposée par l'article L. 112-16 du Code du sport, mais elle constitue désormais un rendez-vous que tous les commissaires attendent avec beaucoup d'intérêt. Je tiens d'abord à vous adresser toutes mes félicitations, Monsieur le Président, car vous venez d'être reconduit à la présidence de l'ANS par votre conseil d'administration sur proposition de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Je rappelle que vous présidez l'ANS depuis septembre 2020. Et si vous êtes présent parmi nous cet après-midi, Monsieur Cadot, c'est avant tout pour nous présenter les activités de cette agence durant l'année 2022. Néanmoins, nous ne serions passés complètement sous silence l'événement sportif majeur que notre pays s'apprête à accueillir dans les prochains mois. Et pour ceux qui n'auraient pas deviné ce dont je voulais parler, c'est bien entendu les Jeux olympiques et paralympiques. Or, vous exercez aussi depuis 2020 les fonctions de délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, DIJOP, et de délégué interministériel aux grands événements sportifs, DIGES. Comme vous le savez, notre commission suit attentivement l'organisation des Jeux, en particulier à travers un groupe de travail co-présidé par Belkir Belhaddad et Maxime Minot. Ceux-ci nous ont présenté la semaine dernière une communication très riche qui montre que vous attachez avec le comité d'organisation à surmonter un à un les obstacles. En outre, pas plus tard que ce matin, nous avons organisé conjointement avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire une table ronde consacrée à la question des transports pendant les Jeux. Mais si les JOP ne sont pas au cœur de cette audition, vous nous direz peut-être quelques mots de la manière dont l'ANS s'intègre dans le dispositif de préparation. Parmi les points saillants de l'année 2022, il convient de mentionner la mise en œuvre du plan 5000 terrains de sport, belle réussite que nous devons à l'ANS et à ses équipes. Pourriez-vous nous en rappeler les étapes et nous en donner une vue d'ensemble des réalisations ? Durant la dernière discussion budgétaire, de nombreux collègues appartenant à tous les groupes politiques ont souligné l'importance d'accélérer la rénovation des infrastructures sportives dans les territoires. Quelles actions avez-vous conduites à cet égard ? En juillet 2022, dans le cadre d'un séminaire de travail à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, la ministre Amélie Oudéa-Castéra avait annoncé son intention de clarifier les relations entre la direction des sports et l'agence. Quelles actions ont été engagées durant l'année 2022 à cet égard et où en est-on ? Donc, sur ces quelques questions et propos liminaires, Monsieur Cadot, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Monsieur Sanor, vous pourrez ensuite compléter les propos du président si vous le souhaitez. Donc, Monsieur Cadot, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente, de votre accueil. Je suis heureux de vous retrouver dans cette réunion un peu annuelle, en fait, et je suis heureux de saluer, Mesdames et Messieurs les députés, membres de la Commission, en vous priant collectivement d'accepter les excuses que nous formulons, Frédéric Sanor et moi-même, sur la présentation un petit peu plus tardive qu'à l'habitude du rapport d'activité 2022, qui était terminé dans les temps, qui aurait pu être présenté en juin 2023, lorsque nous tenons en principe notre Assemblée générale annuelle, mais celle-ci avait été décalée en septembre, le 18 septembre, pour de diverses raisons, notamment pour le renouvellement de certains de ses membres. Et il fallait que chacun des collèges puisse les renouveler, les représentants des élus, etc. Et donc, renouvellement des membres dans les conseils d'administration ou dans le bureau. Et c'est la raison pour laquelle ça a été reporté un petit peu plus tardivement et pour laquelle nous nous retrouvons peut-être un tout petit peu plus tard qu'à l'habitude. Merci donc. Cette Assemblée générale a effectivement prévu, je le mentionne ici, d'une part la reconduction du président, en tout cas jusqu'après les Jeux, ensuite à la discrétion du gouvernement à ce moment-là, donc à la fin 2024 en principe, en même temps que j'ai été prolongé comme délégué interministériel aux Jeux jusqu'à la fin de l'année 2024, mais aussi pour mettre en œuvre des évolutions statutaires que nous allons présenter et sans doute adopter lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra dans quelques semaines, le 30 novembre. Cette assemblée générale est destinée à finaliser la complétude
l'élargissement du bureau de l'agence en y rajoutant un représentant de l'association des départements de France. Aujourd'hui, l'échelon départemental n'est pas présent au bureau, et en y rajoutant un représentant, une représentante de France urbaine. Donc c'est un premier point qui répond à des demandes qui étaient déjà anciennes, des conseils départementaux ou des villes métropoles, notamment relevant de France urbaine. Et nous souhaitons, en accord bien sûr et avec les différents membres du conseil, après l'avoir évoqué en bureau, le formaliser dans une modification des statuts avant même le bilan de fonctionnement de l'Agence nationale du sport qui interviendra après les Jeux. Et la deuxième modification statutaire concerne l'élargissement au conseil d'administration de la représentation du collège Monde économique, qui est composé aujourd'hui d'un représentant du MEDEF et d'un représentant des fédérations internationales, l'UCI, l'Union cycliste internationale, et qui sera complété par l'admission du Cosmos, donc du Conseil social du mouvement sportif, qui est présidé par Philippe Diallo, comme vous le savez, qui est par ailleurs président de la Fédération française de football, et qui là aussi répond à une demande ancienne, et afin de maintenir le même équilibre entre le monde patronal et le monde des syndicales salariés, il y aura un élargissement à un deuxième représentant des personnels avec l'admission de la FNAS, qui est la Fédération nationale des associations des syndicats sportifs, qui élargit, comme le Cosmos, la représentativité économique et sociale au-delà de quelques secteurs en touchant l'ensemble des salariés du monde sportif. Voilà les raisons de ce décalage. Et par ailleurs, je voudrais simplement rappeler, à mon niveau de président, que la gouvernance de l'Agence nationale du sport a fonctionné de manière extrêmement régulière et assez dense en 2022 et se poursuit de la même façon en 2023. Nous avons eu 4 réunions de bureau. Nous avons eu 4 réunions de conseil d'administration en 2022. Nous avons réuni à 2 reprises, comme nous nous étions engagés, les présidents des cercles, ce qu'on a appelé le cercle des présidents des conférences régionales de développement du sport ou des conférences des financeurs. Et donc nous avons poursuivi cela et nous le ferons à nouveau cette année où nous avons la 2e réunion de l'année 2023 dans quelques semaines. Enfin, nous avons, je le redis, une assemblée générale extraordinaire en cours d'année. Voilà pour la gouvernance, donc un dispositif qui est bien stabilisé, qui marche bien d'un point de vue du dialogue entre les différentes composantes du Conseil et une relation de grande confiance avec les équipes de l'agence, le directeur général, ses adjoints directs. Et je salue ici le travail important qui est effectué par les personnels de l'agence. Pour ma présentation, Monsieur Sanor, le directeur général, sera beaucoup plus détaillé que je ne vais le faire. Je voudrais, devant vous, aborder quelques points qui sont, d'un certain point de vue, les priorités de l'agence telles que j'ai souhaité qu'elles soient appliquées en 2022 et sur les premiers mois de 2023, dans une phase qui est donc une phase désormais très proche de la livraison des Jeux olympiques et paralympiques, dans laquelle, vous le savez, l'agence est impliquée, et donc avec plusieurs sujets, des efforts renforcés sur la haute performance, donc sur la réussite de nos athlètes. Les Jeux ne seront réussis que si nous obtenons en termes de médailles un nombre suffisant qui garantira la fierté nationale. De ce point de vue, les financements ont été mobilisés de manière massive, 112 millions d'euros. Plus de 70 millions sur les contrats de performance avec les 45 fédérations olympiques et paralympiques. Un gros travail d'accompagnement des athlètes avec notamment tout un suivi socio-professionnel qui permet également d'anticiper le renouvellement après les Jeux pour un certain nombre de ces athlètes. Et pour vous donner simplement quelques chiffres, entre 2020 et 2023, l'augmentation des crédits alloués par l'agence aux fédérations, donc les crédits de fonctionnement ou d'investissement, ont augmenté de 25%. Ceux qui ont été alloués aux athlètes directement, donc dans leur rémunération ou dans leur accompagnement socio-professionnel, CIP, CAE, etc., plus 75%.
Et enfin, l'encadrement et donc la mise en place d'un accompagnement des entraîneurs et donc de l'efficacité des projets d'ambition bleue, plus 130%. Donc des chiffres qui parlent et qui soulignent que beaucoup de choses ont été faites pour mettre en situation l'équipe de France d'apporter les médailles pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Les perspectives, et par ailleurs je mentionne aussi, parce que c'est un objet très particulier sur lequel peut-être des questions seront posées, le dispositif Gagner en France qui a été créé en 2020, fin 2021, qui a été mis en œuvre en 2022 et qui continue à l'être en 2023. Et 4,6 millions ont été engagés sur la fin de l'année 2022 et 2023, avec notamment la création d'une maison de la proximité et de la performance qui sera au lycée Marcel Cachin sur la commune de Saint-Ouen et qui permettra donc d'accompagner de manière beaucoup plus proche nos athlètes qui résideront au village olympique et qui trouveront dans cette maison voisine finalement un certain nombre de soutiens et de contacts directs dans un cadre qui leur sera réservé avec leurs entraîneurs ou avec leurs médecins ou leurs accompagnateurs. Dernier point, les perspectives en matière de haute performance. Je ne vais pas les développer ici, mais en termes de médailles, sont assez positives. En ce qui concerne les Jeux olympiques, les régulièrement M. Onesta, le patron, le manager de la haute performance, sur les Jeux olympiques, d'être dans le top 5 semble aujourd'hui en bonne situation d'être atteint. Avec même un nombre de médailles un peu plus important dans les esquisses qui ont pu être établies à partir des tests de qualification de l'année 2020, de l'été 2023 et de la fin de l'année 2022. Et sur les Jeux paralympiques, les perspectives ne sont pas aussi bonnes, mais elles s'inscrivent néanmoins dans l'amélioration qui avait été portée à Tokyo, vous vous en souvenez, avec de bons résultats sur les Jeux paralympiques pour les équipes françaises. Voilà sur le premier volet, préparation des Jeux. Sur la préparation des Jeux, ensuite, à votre demande, Madame la Présidente, dire quelques mots sur le développement des pratiques, qui est le deuxième volet de notre action. De ce point de vue, le plan 5000 équipements a été entièrement achevé en 2022 et 2023, avec 100 millions d'euros engagés pour la dernière année, et la totalité de l'investissement, des investissements des 5000 équipements de proximité atteints, puisqu'on a atteint plus de 5500 équipements. 5500 équipements à la fin, à l'été 2023. Donc une véritable réussite, c'est vrai. Un grand nombre également de disciplines sportives sur lesquelles ces équipements de proximité ont été orientés. Et à côté de cela, je ne le développe pas plus longuement, les actions classiques de la fédération, de l'Agence nationale ont été poursuivies, que ce soit dans les investissements, avec 50 millions d'euros de rénovation énergétique en 2022, et un total pour les équipements plus structurants et plus total de 286 millions d'euros et 6100 emplois aidés. Dernier point en termes de remarques à mon niveau, mentionner que la part nationale en fonctionnement et en emploi dans les contrats de développement est restée élevée à 54 millions d'euros et que par ailleurs la part territoriale, que ce soit en projets sportifs fédéraux ou en projets sportifs territoriaux, est de 150 millions d'euros, ce qui représente près de la moitié des dépenses de l'agence. Donc une agence qui est fortement déconcentrée au plan territorial. Enfin, vous le savez, le nouveau plan annoncé par le président de la République il y a quelques mois, le plan Génération 2024, se mettra en place à compter de 2024, au début de l'année. Il est maintenant en préparation active. Il repose sur 300 millions d'euros sur 3 années, 3 fois 100, sur 5000 équipements au total à nouveau, 120 millions d'euros correspondront à 3000 équipements sportifs de proximité en prolongation du plan précédent pour prendre en compte les dossiers nombreux qui ont continué à remonter sur les derniers mois, notamment avec une forte orientation dans les QPV pour 1000. Deuxièmement, 30 millions d'euros sur les écoles actives, donc des équipements, des aménagements, du design dans les cours d'école pour encourager la pratique sportive. Et enfin, pour 1500 écoles et 1500 projets. Et puis enfin, 150 millions d'euros
sur les 3 ans à chaque fois, hein, bien sûr, correspondant à 500 équipements structurants et donc des équipements beaucoup plus lourds pour lesquels nous souhaitons accompagner des projets autour et à proximité des équipements scolaires dans des quartiers les plus en besoin, notamment sur des gymnases, sur des piscines ou sur des aménagements divers. Voilà les différents points. La déclinaison, pour conclure mon propos, la déclinaison territoriale de l'organisation territoriale de l'agence est entièrement terminée à la date de fin 2022, début 2023. Nous avons 15 conférences des financeurs qui désormais fonctionnent, 14 projets sportifs territoriaux adoptés. Donc tous les objectifs d'installation de cette gouvernance sont en place. Et pour le coup, en termes de perspective pour cette année très particulière qui est l'année fin 2023-2024, un de mes souhaits dans les orientations un peu générales que je souhaite évoquer avec le conseil d'administration avant la fin de l'année, c'est certainement de renforcer les partenariats au niveau territorial de façon à donner du corps à cette structuration collective qui se matérialise au plan national et préparer un peu la suite après les Jeux en termes d'implication des entreprises qui ont largement financé le comité d'organisation des Jeux pour qu'elles puissent accompagner dans la durée le financement des actions sportives sur les territoires notamment ou au plan national. Deuxièmement, essayer aussi d'avoir peut-être une plus grande clarté, de mon point de vue en tout cas, et c'est un préfet qui le dit ici, dans le rôle respectif des structures qui préparent la programmation des conférences des financeurs et dans les conférences régionales, donc, qui représentent les élus et le monde sportif, dans ces grandes instances où il y a beaucoup de monde, et la programmation définitive qui est arrêtée ensuite par les préfets ou les services régionaux et avec un avis des services départementaux. Si les propositions émanant des instances décentralisées que sont ces conférences régionales ou les structures départementales qui les alimentent ne sont pas suivies dans la programmation, alors même que les conditions techniques sont considérées comme satisfaisantes par l'ANS, je souhaite qu'il soit clair à ce moment-là et qu'on évoque en conférence les raisons pour lesquelles l'échelon de l'État départemental ou régional émet des avis réservés. On a eu un certain nombre de cas qui nous ont été signalés et qui interrogent un tout petit peu, inquiètent évidemment les élus qui programment mais qui parfois voient que les structures locales ne reprennent pas leurs propositions alors même qu'elles rentrent dans les enveloppes qui ont été déléguées. Dernier point, dans les orientations sur lesquelles nous aurons un accent à mettre, pour après les Jeux, et pour sans doute dès cette année, puisqu'on va essayer de l'appliquer dans la répartition des crédits 2024, tout ce qui permettra de renforcer la prévention, la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, la lutte contre la radicalisation dans le sport, donc les valeurs finalement du sport en général, de l'olympisme également, dans la mise en œuvre, que ce soit sur le haut niveau, où il y a une référente qui a été recrutée à cet effet, ou que ce soit sur le développement des pratiques de la mise en œuvre de soutien qui ont été fortement renforcés en 2022-2023. Frédéric Sanor l'évoquera avec des associations avec lesquelles beaucoup de projets ont été portés, mais qui me semblent correspondre à un vrai besoin, une attente du pays. Et dans cette préparation de l'après-jeu, certainement aussi un signal à donner sur les valeurs que porte le sport et qu'ils doivent incarner de manière extrêmement rigoureuse s'il y a ici ou là des dérives à contrôler. Voilà les quelques points d'orientation très rapides, sans rentrer dans le contenu du bilan plus détaillé que, s'il le veut bien, Frédéric Sanor va maintenant effectuer avec le talent que chacun lui reconnaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être assez concis. C'est effectivement pour moi aussi un moment important. C'est le 5e exercice dans cette configuration depuis que l'agence a été créée. C'est toujours un temps d'échange important et fondateur pour nous dans les échanges, le contenu et les orientations qu'on est amené à porter. L'agence a effectivement, depuis quelques mois maintenant, plus de 4 ans, et continue effectivement à déployer ses actions.
Comme à l'habitude, je rappelle que l'agence a des femmes, des hommes qui composent son activité. C'est 70 personnes qui sont réparties dans 3 pôles, la haute performance, le développement des pratiques et l'ensemble des sujets de ressources et affaires générales, budgétaires et d'ordre plus juridique. Et c'est effectivement une équipe resserrée, mais très active, très compétente. Et moi aussi, je tiens à saluer à cette occasion l'ensemble du travail effectué par les services. Depuis 2019, l'agence a administré plus d'1,7 milliard d'euros en direction du sport, des sportifs, des associations sportives, des collectivités territoriales. Et effectivement, à travers une augmentation sensible sur chacune des thématiques qui sont dans nos prérogatives. Donc un budget stabilisé à plus de 110 millions d'euros sur la haute performance, le président l'a rappelé, toujours dans cet objectif de déployer le programme Ambition Bleue et avec cette volonté de renforcer, de cibler toujours plus en amont des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, l'aide aux sportives, aux sportifs, aux projets des sportifs, socio-professionnels bien sûr, à l'encadrement technique, les coachs, et on a dans ce sens en 2022 lancé le plan coach, et puis bien sûr sur toutes les thématiques d'optimisation de la performance, que ce soit par l'intermédiaire des nouvelles technologies, la data, la recherche, mais aussi le champ du paralympisme à travers aussi le matériel et l'amélioration du matériel. C'est également sur le développement des pratiques, un budget maintenant stabilisé à plus de 300 millions d'euros par an, toujours vers le triptyque prioritaire à travers toutes nos actions, le renforcement de la structure club, la professionnalisation des associations sportives et enfin la construction, la rénovation d'équipements sportifs aux côtés principalement bien sûr des collectivités territoriales. Également des innovations en matière de partenariat, le président l'a rappelé, à la fois pour capitaliser sur cette nouvelle gouvernance et sur l'adhésion de nos 12 membres fondateurs. C'est aussi à travers la haute performance gagnée en France qui nous permet d'aligner au quotidien l'ensemble des forces du mouvement sportif, comité olympique, comité paralympique, l'association des DTN, bien sûr le ministère, Paris 2024, la DIJOP également et l'Agence nationale du sport vers cette réussite sportive, vers les Jeux. Et on a besoin vraiment de s'entendre, de s'aligner et d'aller dans la même direction pour optimiser tout ce qui peut l'être et pour vraiment valoriser ce qu'on appelle le home advantage et que ce ne soit pas l'inverse, puisque les Jeux à Paris, c'est potentiellement des avantages, c'est aussi de la pression supplémentaire, c'est aussi des contraintes complémentaires qu'il faut pouvoir appréhender et lever les unes après les autres. Et parmi ces points forts de gagner en France, le point d'orgue autour de la maison de la performance, là aussi le président l'a rappelé. Et dans ces innovations partenariales, dont on va atteindre des ressources externes de près de 12 millions d'euros en 2023, c'était aussi une attente et une attention autour de la création de cette agence. C'est des nouveaux partenaires privés. Je pense à la Française des Jeux sur la question des équipements sportifs. Je pense à l'équipementier Nike autour du développement de la pratique sportive pour les jeunes filles ou encore des rapprochements qu'on a pu avoir avec les fédérations sportives. Je pense au football ou au rugby ou encore au territoire avec qui nous avons passé des conventions plus directes pour créer des guichets uniques, pour avoir des dossiers uniques, de manière à ce que les porteurs de projets, notamment en matière d'équipement, n'aient pas à remplir 2, 3 ou 4 dossiers, mais une approche plus unifiée pour avoir en face un accompagnement renforcé. Donc ça, c'est des éléments très importants. Bien sûr, on a plusieurs collectivités territoriales et on peut également souligner, depuis 2022, l'entrée du MEDEF comme financeur de l'agence, et notamment fléché plus spécifiquement autour du développement du sport en milieu professionnel avec, depuis 2022, le développement d'une plateforme digitale pour développer le sport pour les salariés en entreprise, où là on apporte à la fois des solutions en matière de montage juridique et organisationnel au sein de l'entreprise, mais aussi et surtout on fait se croiser l'offre des associations et des coachs plus privé avec les besoins des entreprises. Et ça, c'est vraiment un objectif aussi qui faisait partie du développement de la pratique sportive.
Pour poursuivre rapidement, la déclinaison territoriale, là aussi, le président l'a rappelé, peut-être simplement ajouter, en complément de ce qui a été dit, que pour 2023, des projets emblématiques ont été soutenus, ont été portés avec des financements croisés. Et donc, on rentre maintenant, au-delà de l'architecture des conférences régionales du sport et conférences des financeurs, dans la mise en œuvre de projets et de financements croisés. C'est quand même bien là l'objectif de ces conférences. Poser des diagnostics, se concerter, se connaître, se mettre en réseau efficace, mais aussi décider ensemble et cofinancer des projets. Et on entre dans cette phase. Il faut encore lui donner beaucoup plus de motricité. C'est le travail qu'il y a devant nous. Mais maintenant, on a posé l'ensemble des fondamentaux pour pouvoir accélérer la cadence. Et pour finir sur, bien entendu, 2022, le lancement de ce plan 5000 terrains de sport, le président l'a rappelé, vous nous invitiez à donner quelques éléments de bilan. C'est effectivement plus de 5500 équipements, plus de 195,5 millions d'euros de dépensés. C'est 55% de cofinancement moyen par équipement et c'est plus de 35 000 euros par projet, 68% en zone rurale, le reste principalement en QPV et 4% des dossiers retenus sur le territoire d'outre-mer. Un budget global en 2022 de 388 millions d'euros en dépenses, 488 millions d'euros en recettes. Alors il y a un différentiel qui s'explique tout simplement par le plan 5000 terrains de sport, puisque l'ensemble des autorisations d'engagement avait été portées. Mais il y a bien ce décalage d'un décaissement de 100 millions d'euros d'année la première année, 100 millions la seconde, d'où ce léger décalage, même ce décalage important entre 2022 et 2023. 3 types de dépenses, les frais de structure, la haute performance et le développement. Et bien sûr, une volonté toujours d'accompagner au plus près les structures en s'appuyant sur les préfets de région, délégués territoriaux de l'agence, les DRAGES, les SDJES, là encore, sans qui, bien entendu, le déploiement de l'ensemble de nos actions ne serait pas possible. Voilà, et simplement peut-être finir par vous dire qu'on a également poursuivi en 2022, et ça s'est encore accentué en 2023, le dispositif partenarial avec Paris 2024, qui s'appelle Impact 2024, et qui est tourné vers l'insertion par le sport, vers l'éducation par le sport. Et là encore, de nombreux lauréats ont été accompagnés, et c'est un projet assez emblématique de l'action de l'agence, puisque en 2019, on avait lancé ce dispositif qui avait un nom différent seul au niveau de l'Agence nationale du sport. Et depuis, 9 partenaires sont venus s'y agréger. Le COJO, Paris, bien sûr Paris 2024, le CNOSF, le CPSF, la mairie de Paris, la mairie de Marseille, la métropole du Grand Paris, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la FDJ. Bref, voilà, un grand nombre de partenaires, ce qui nous permet d'avoir un budget plus conséquent et d'accompagner plus et mieux les acteurs. Donc c'est voilà, plutôt un projet intéressant pour imaginer ce qu'on est capable de porter et ce vers quoi on peut encore accélérer notre action. Voilà, j'essaie de ne pas être plus long. Peut-être qu'il y aura des questions qui permettront de développer l'ensemble des thématiques. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, il va y avoir, je suppose, de nombreuses questions qui vont vous permettre de revenir de façon plus exhaustive sur les sujets qui ont déjà été abordés. Donc, nous allons commencer avec les orateurs de groupe et pour 2 minutes. Donc, pour le groupe Renaissance, Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, tout d'abord je tenais à saluer et à vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre réélection à la tête de l'Agence nationale du sport. C'est à coup sûr une bonne nouvelle pour le sport français. Vous remerciez également tous les deux pour la présentation claire et riche de votre bilan d'activité pour 2022 ainsi que le travail effectué par vos soins depuis la création de l'agence en avril 2019. En tant que député siégeant au sein du conseil d'administration, je prends plaisir à suivre les actions et je peux témoigner du travail de fond qui y est accompli. L'année 2022 a permis la mise en place de la gouvernance territoriale du sport avec la tenue des conférences régionales. Celle-ci avait été en effet retardée avec la crise de la Covid-19. Au total, 12 conférences régionales se sont tenues sur le territoire, 4 en Outre-mer l'an dernier. Les projets sportifs territoriaux ont été adoptés sur la quasi-totalité des territoires et les premiers contrats pluriannuels d'orientation et de financement sont en cours de signature.
Aussi, messieurs, j'aimerais que vous nous fassiez un premier bilan de ces déploiements territoriaux, même si vous l'avez déjà évoqué, et notamment évoquer les quelques éléments de blocage qui pourraient encore exister pour permettre le bon fonctionnement. Par ailleurs, l'ANS consacre une part importante de son budget et de ses actions pour soutenir la haute performance. Hors équipement, près de 100 millions d'euros y sont d'ailleurs consacrés. L'objectif est clair, il s'agit de réformer le modèle sportif français et d'améliorer le rang de la France au niveau international en vue des Jeux 24 et au-delà. En effet, la concurrence étrangère a su innover, évoluer et nous a dans plusieurs domaines très clairement dépassés. Messieurs, vous le savez, cet accompagnement est essentiel quand on connaît les sacrifices personnels et professionnels que nos sportifs amateurs font dans le cadre des Jeux pour faire vibrer le cœur des Français et bien sûr remporter des médailles. Aussi, messieurs, j'aimerais avoir un peu plus de précision sur ce volet haute performance, même si là encore, vous l'avez déjà en partie évoqué, notamment dans la perspective de l'après-Jeux 2024. Quel héritage ambitionne l'ANS à travers ses actions pour que la haute performance soit durablement possible pour nos athlètes français? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le Rassemblement national, Bénédicte Ozanno. Oui, voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je vous remercie pour l'intéressante présentation du rapport d'activité de l'Agence nationale du sport que vous dirigez. Je note en premier lieu l'importance que vous portez au séminaire de juillet 2022 qui a permis la clarification des relations de travail entre la direction des sports, l'agence et l'INSEP, selon les termes du président Cadot. J'y souscris et je me réjouis qu'au bout de 3 ans d'existence, vos compétences aient été définies. Les réalisations que vous soulignez dans les différents domaines d'intervention de l'agence sont notables et les moyens alloués non négligeables puisque le budget d'intervention de l'agence dépasse les 450 millions d'euros. Près d'un demi-milliard d'euros, donc voilà de quoi réaliser de belles choses et il y a de belles réalisations, je ne le conteste pas. Pourtant, je m'interroge sur les compétences qui vous ont été données et qui pourtant existent par ailleurs. Si je prends l'exemple de l'enseignement de la natation à laquelle vous consacrez plus de 20 millions d'euros avec les dispositifs J'apprends à nager et Aisance aquatique, qu'en est-il du rôle de l'école qui, depuis la fin du XIXe siècle, a l'obligation d'apprendre à nager aux élèves, obligation réaffirmée dans les dernières années par les circulaires en 2004, 2010 et 2011. Qu'en est-il également de la coopération entre votre agence et les autres instances de votre ministère de tutelle, de l'INSEP, des CREPS, du sport scolaire et universitaire ? Qu'il y ait fallu 3 ans pour définir les compétences de l'ANS, n'est-il pas le révélateur du fait que la création de cette instance ne s'imposait pas ? Finalement, ce que je souhaite comprendre, sans remettre en cause la qualité de votre travail, c'est pourquoi ne pas réinternaliser ce que fait l'agence et faire l'économie peut-être de ces 11 millions de coûts annuels. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour LFI, Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre présence. Le sport sera donc la grande cause nationale de l'année 2024 et parfois une grande cause peut en cacher une autre. Comment s'articule celle-ci à la grande cause du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes ? Je voudrais vous demander quelle place pour les femmes dans le sport et avec quels moyens. Tout d'abord, en termes d'accès aux pratiques sportives, en 2022, 58% des femmes ont pratiqué régulièrement une activité sportive contre 62% des hommes. Et cette inégalité se construit très tôt, on la retrouve dès le collège. Ensuite, leur sous-représentation, médiatiquement, 82% de la couverture médiatique télévisuelle est dédiée au sport masculin, mais aussi dans les instances dirigeantes du sport, seules 16 femmes sont à la tête d'une fédération sportive. Emmanuel Macron promettait en 2017 de développer les expérimentations en lien avec les CAF pour créer des garderies de courte durée, pour mieux tenir compte des contraintes des familles monoparentales et encourager le sport féminin. Ça n'a jamais été réalisé. Et puis au-delà du poids de tous ces stéréotypes et inégalités de genre, pèse sur les femmes l'impunité et l'omerta qui règnent dans le monde sportif encore. Ces dernières années, des athlètes ont brisé le silence sur les violences sexistes et sexuelles et mis en cause de nombreuses fédérations. Je pense par exemple au témoignage absolument poignant entre ces murs de l'Assemblée nationale de l'ex-joueuse de tennis Angélique Cauchy, violée plus de 400 fois par son entraîneur de tennis pendant 2 ans. Je pense à l'agression sexuelle au vu et au su de tous de la joueuse de foot Jenny Hermoso par le patron de la Fédération espagnole de foot Luis Rubiales. L'impunité d'un seul homme aura obligé 39 joueuses, dont 21 des 23 championnes du monde, à se mettre en grève.
Alors, que compte faire l'Agence nationale du sport pour lever les freins à la pratique sportive des femmes, depuis les clichés sexistes qui ont la vie dure jusqu'aux violences sexuelles qui menacent leur vie? Dans votre rapport d'activité, je constate un effondrement de la part du budget consacré à des actions en direction des jeunes filles et des femmes. De 16% en 2018, elle chute progressivement à 9,3% en 2022. Alors, comment l'expliquez-vous et comptez-vous y remédier cette année et les suivantes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les Républicains, Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je vais vous parler de la haute performance pour revenir sur ce que me disait mon collègue Sor, mais particulièrement sur les sportifs de haut niveau. Vous le savez, en France, les sportifs de haut niveau ne sont pas rémunérés par leur fédération. Ils ont des aides de l'État variables. Les financements sont inégaux selon les athlètes, leurs résultats et leur rémunération. Les sponsors financent des athlètes, mais ils se concentrent bien évidemment sur les athlètes les plus médiatisés. Les fédérations prennent en charge des frais liés aux Jeux Olympiques, mais cela ne dépasse pas le strict minimum. Ainsi, certains athlètes doivent financer leur propre matériel alors qu'ils sont plongés dans une grande précarité. Selon le ministère des Sports, 40% des sportifs de haut niveau vivent avec moins de 500 € par mois. Les appels à l'aide de sportifs se multiplient à travers notamment la création de cagnottes en ligne, voire la vente de biens personnels, leur propre voiture ou parfois leurs propres meubles pour financer leur rêve de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après la déroute aux mondiaux d'athlétisme de Budapest cet été, la ministre des Sports a convoqué les dirigeants de la Fédération française d'athlétisme, mais peut-être les réponses se trouvent-elles dans un accompagnement renforcé de nos athlètes, par le biais notamment de l'Agence nationale du sport, dont cela est la vocation. Ma question est donc simple, messieurs, comment expliquez-vous qu'alors le budget de l'ANS est en hausse constante au détriment du ministère des Sports, et alors que le pilotage de la stratégie de la haute performance est l'une de ses missions prioritaires de l'agence, comment certains athlètes en viennent à de telles extrémités? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe démocrate, Géraldine Bagné. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Le 6 octobre dernier, l'Agence nationale du sport a acté l'ouverture à l'ensemble des territoires du dispositif d'équipement sportif de proximité. Jusqu'ici, le plan de soutien aux équipements sportifs concernait uniquement les zones de revitalisation rurale et les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, dans mon département, Terre de Jeux, la Mayenne, ce sont plus de 100 équipements sportifs qui sont et seront livrés aux habitants et participeront à promouvoir la pratique sportive. Nous ne sommes de fait pas tous égaux face à l'accès aux équipements sportifs. Les zones rurales font souvent face à un déficit en installations sportives et un vieillissement des infrastructures. Je pense notamment, pour ce que j'ai pu connaître et voir encore récemment, aux gymnases des collèges qui demandent effectivement des rénovations. Je vous remercie donc pour le point d'étape que vous nous avez donné sur la livraison des équipements sportifs. Je vais quand même insister sur la question du devenir de ces équipements. Ceux-ci feront assurément vibrer et bouger les Françaises et les Français durant les Jeux, mais la question de l'héritage se pose. Comment s'assurer du maintien en bon état de ces équipements à l'avenir? Quelle continuité dans la politique d'équipement? Quelle suite à cette politique d'accès facilité au sport pour l'ensemble de nos concitoyens, y compris après les Jeux de 2024? Les JOP ont mis ce sujet en lumière, auront été un accélérateur incomparable, mais il faudra éviter, et là je vais utiliser une métaphore plus culinaire que sportive, il faudra éviter l'effet soufflé qui retombe. Merci, Madame la députée. Pour les socialistes apparentés, Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Félicitations Monsieur le Président pour votre réélection. Moi j'ai juste une question sur les collectivités locales qui pour moi sont un atout majeur pour le développement du sport sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, au-delà bien sûr des 5000 équipements de proximité, les financements sont bien en deçà des demandes. Donc, je crois que vous allez élargir un peu les financements pour cette nouvelle génération de contrats. Donc, quels seront donc les équipements subventionnés? Bien évidemment, je n'intègre pas tous les équipements en lien avec la rénovation énergétique. Concernant les 5000 équipements, nous avons, lors d'auditions, entendu assez souvent le fait que c'est des équipements qui étaient très utilisés par des garçons. En fait, les jeunes filles ont peu d'accès. Donc, y a-t-il un suivi sur la pratique sur ces équipements? Et pour finir, dans l'héritage, envisagez-vous de soutenir toutes les collectivités qui s'engageraient dans le design actif? C'est le concept innovant, bien sûr, pour inciter à la pratique sportive. Je vous remercie.
Merci Madame la députée. Pour les écologistes, Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président renouvelé, Monsieur le Directeur Général. Il a été beaucoup question, et cela se comprend, des partenariats, des Jeux Olympiques et Paralympiques, des équipements et du sport de haut niveau. Et nous avions eu l'occasion d'échanger dans le cadre de mon rapport pour avis sur la riche activité et actualité de votre agence. Aussi, j'aimerais aborder un sujet différent à la suite de ma collègue Sarah Legrain, celui de la féminisation du sport. Objectif qui s'appuiera nécessairement sur 2 leviers. Développer la pratique féminine pour toutes, mais aussi éradiquer les violences qui touchent 90% des femmes dans le sport. Sur le premier point, je m'étonne moi aussi de voir dans votre rapport d'activité pour 2022 que la part des budgets de l'agence est passée de 13% à 9% entre 2018 et 2022. J'ai entendu 16% tout à l'heure, vous pourrez nous préciser le bon pourcentage. Donc pour les actions en direction des filles et des femmes. J'aimerais en comprendre les raisons. Deuxièmement, comme vous le savez, les violences dans le sport, particulièrement les violences sexistes et sexuelles, sont très présentes, beaucoup trop présentes, et l'omerta règne encore. Je sais que Madame la Ministre est très personnellement engagée sur ce sujet, et l'ANS a quant à elle un rôle clé. Vous déclariez, Monsieur Cadot, lors de votre audition par la commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations sportives, être en train de finaliser la rédaction d'un cahier des charges rendant obligatoire l'obtention du label terrain d'égalité, qui comprend des mesures de lutte contre les discriminations et les violences sexistes ou sexuelles pour bénéficier des financements liés à l'organisation des grands événements sportifs. Donc je voudrais savoir sous quel délai ce label sera obligatoire pour pouvoir bénéficier des financements. Peut-on imaginer qu'il concernera à terme tous les organisateurs de compétitions sportives, c'est-à-dire toutes les fédérations par exemple? Il n'y a pas de grandes et petites violences sexuelles. Les actions prises doivent donc concerner aussi bien les grands événements sportifs que les petits, aussi bien les grandes fédérations que les petites. Merci Monsieur le député. Pour le groupe GDR, Soumia Brouard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Félicitations, Monsieur le Directeur Général. Nous rentrons dans une année stratégique avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques dans quelques mois, et c'est une occasion majeure pour le sport en France. En disant cela, je ne me limite pas à la simple question du nombre de médailles que nous allons gagner, même si je souhaite, comme nous tous ici, je crois, qu'on en gagne un maximum, mais je considère surtout le développement des activités sportives pour toutes et tous. C'est à l'aune des chiffres de pratique, en particulier chez les publics aujourd'hui éloignés, que nous pourrons mesurer le fameux héritage, et dans cette perspective, l'Agence nationale du sport joue un rôle central. Pour accomplir cette mission, il est crucial de fournir à l'ANS les ressources nécessaires. Cela signifie plus de moyens financiers. Cette situation soulève à nouveau la question du financement qui, contrairement aux prévisions, repose entièrement sur l'État. Nous avons proposé un amendement visant à lever le plafond des 2 taxes soutenant l'ANS. Malheureusement, le gouvernement a passé outre en utilisant le 49.3 et en conséquence, l'ANS se retrouve privée de plusieurs dizaines de millions d'euros avec un plafond inchangé d'une année à l'autre. Il est important de noter également que la diminution du rendement de la taxe dite Buffet, si nous aspirons à renforcer nos politiques publiques sportives, nous devons nous donner les moyens d'y parvenir. Ma deuxième remarque concerne la déclinaison territoriale de l'agence. Après des débuts difficiles, des conférences régionales ont été mises en place, mais les conférences des financeurs prennent davantage de temps. Pourriez-vous expliquer ces difficultés, notamment en ce qui concerne la mise en place des contrats pluriannuels d'orientation et de fonctionnement? Identifiez-vous un besoin de clarification des compétences des différents acteurs territoriaux? Enfin, l'une des clés pour construire un service public du sport efficace réside dans les équipements, et je salue le travail qui a été entrepris sur ce front, mais la question de l'identification des zones carencées et du recensement des équipements reste en suspens, bien qu'elle soit centrale. Pourriez-vous nous donner les démarches entreprises par le ministère des Sports sur ce sujet et l'état d'avancement du travail de recensement? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Lyot, Martine Froger. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Ma question portera sur la gouvernance du sport en France et les conséquences de ces dysfonctionnements sur la pratique sportive dans notre pays. Vous le savez, en 2023, plusieurs représentants de premier plan des instances sportives tricolores ont été poussés vers la sortie.
La dernière en date est celle de la présidente du Comité national olympique et sportif français en mai dernier, après les démissions de Bernard Laporte et de Noël Le Graët. D'autres fédérations semblent également faire l'objet d'enquêtes internes qui ne laissent rien présager de bon. J'aimerais avoir votre sentiment sur ces crises à répétition qui montrent à quel point celles et ceux qui sont à la tête de ces grandes instances s'éloignent de leur mission en oubliant que les règles éthiques qui valent dans le reste de la société s'appliquent également aux fédérations sportives. L'enjeu est crucial pour les pratiquants et bénévoles des petits clubs, pour tous les amateurs du spectacle sportif au sens large, comme pour les athlètes de haut niveau. Il est clair qu'une réelle prise de conscience et que de nouveaux dispositifs sont impératifs à la veille du grand rendez-vous des Jeux Olympiques. En tant que président de l'ANS, quel regard portez-vous sur ces dysfonctionnements et comment faire pour que la France se dote désormais de mécanismes permettant d'assainir à long terme le fonctionnement des instances du sport? De fait, comment faire en sorte que le mouvement sportif français puisse renier enfin avec les valeurs d'exemplarité que le sport lui-même est censé véhiculer? Merci. Merci Madame la députée. Et nous allons prendre à la suite les questions des collègues pour 1 minute, parce que je crois savoir, Monsieur Cadot, que vous avez un engagement ensuite et que pour avoir le temps de répondre, il est bien qu'on prenne toutes les questions d'un coup. Donc pour 1 minute, Philippe Emmanuel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. En septembre dernier, le Président de la République a annoncé la création de 5000 équipements sportifs de proximité additionnels pour atteindre à la fin de... Non, il faut reprendre le micro, chers collègues. Voilà, je vais reprendre la phrase. 5000 équipements sportifs de proximité additionnels pour atteindre à la fin 2026 10 000 équipements nouveaux dans le pays. C'est une formidable nouvelle pour le sport dans nos territoires, dont je sais la volonté et l'attachement des maires à développer la pratique sportive dans leurs communes. Or, aujourd'hui, dans ma circonscription, beaucoup de communes rurales ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif car il n'intègre pas la rénovation des bâtiments sportifs déjà existants. Pourtant, la rénovation de ces structures, construites pour la plupart il y a plus de 30 ans, dont le coût de fonctionnement est important et vital à la fois pour renforcer la pratique sportive des Français, tout en garantissant la sécurité de ces installations. Dans le cadre de France Relance, un appel à projets avait été lancé par l'ANS pour soutenir et subventionner les projets de rénovation et de modernisation d'équipements sportifs structurants. Quelle est la stratégie et le positionnement de l'ANS sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, merci pour vos propos liminaires et les réponses que vous nous apportez. Je voudrais évoquer principalement le développement des pratiques sportives. On sait le triptyque important qui est celui des équipements, des pratiquants et puis enfin celui des encadrants. Je voudrais évoquer 2 questions. Celui du plan de 5000 équipements. L'un des objectifs du plan 5000 équipements, c'était notamment la possibilité de créer, donner la possibilité de créer en fait des associations et d'avoir un nouveau modèle d'utilisation de ces équipements-là avec l'intégration de nouveaux usages et notamment les pratiques sportives non encadrées. Je voudrais savoir si vous pourriez nous donner des éléments là-dessus. Et puis enfin, sur la gouvernance, concernant les CRS et les conférences des financeurs, on a un certain nombre de remontées de terrain sur une volonté trop importante des DRAGES et des préfets sur le fonctionnement des conférences régionales et sportives. Merci. Je voudrais avoir votre regard là-dessus. Merci, Monsieur le député. Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente. Depuis plusieurs mois, l'Agence nationale du sport s'est dotée d'une plateforme numérique dédiée au dépôt des demandes de subventions d'équipements sportifs Infrasport. Elle permet une gestion dématérialisée de la présentation des projets et des pièces du dossier de demande de subvention. Le but est de faciliter les démarches administratives qui ne sont pas toujours simples et d'accompagner au mieux les collectivités, mais aussi les clubs, les ligues, les comités, etc. Je souhaitais savoir combien de projets ont été déposés depuis le lancement mi-avril et combien ou vont pouvoir aboutir. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Fabienne Colbock.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général. Je tiens tout d'abord à saluer le programme 5000 équipements sportifs de proximité lancé par le Président de la République dans le cadre des Jeux 2024. Ce plan est d'une grande importance pour les collectivités et les associations à vocation sportive et il contribue à la correction des inégalités sociales et territoriales. Je me réjouis également de l'annonce du nouveau plan lancé en septembre 2023. Cependant, je souhaiterais vous interroger sur les projets non retenus. En effet, certaines communes comme Huim, dans ma circonscription en Indre-et-Loire, ont vu leurs projets refusés sans justification. Bien entendu, je comprends que tous les projets ne peuvent être retenus, mais cela laisse les maires un peu démunis. Messieurs, cette question est également une proposition. Serait-il possible, Monsieur le Président, de fournir des explications du refus aux communes afin de maintenir ce lien de confiance entre l'agence et les collectivités et de leur permettre d'améliorer leurs projets pour éventuellement soumettre une nouvelle candidature? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Carl Olive. Heureux de vous retrouver, Monsieur le Préfet Cadeau, cher Frédéric Sanor. Le sport peut faire nation. Dans les quartiers populaires, il est vécu comme une libération, un moment de rassemblement, d'apprentissage des règles, un moment aussi où il est possible d'échapper aux difficultés du quotidien. Mais pour faire nation, le sport doit s'accompagner d'infrastructures. Or, ces quartiers ont été pendant longtemps délaissés. Pour corriger ce manquement, le plan 5000 équipements sportifs du Président de la République a été mis en œuvre. 4,7 millions étaient prévus dans votre budget à destination des QPV, 12 millions d'euros dédiés au territoire, carencé en piscine notamment. Au-delà de ces 1500 quartiers en QPV, nous ne pouvons pas oublier non plus les habitants des autres quartiers. On a parlé de la ruralité, notamment populaire, sur lesquels je souhaite ici mettre le focus. Ces quartiers se retrouvent souvent dans un entre-deux, ni assez riches, ni assez pauvres, et pourtant avec peu ou pas d'infrastructures sportives. C'est le cas, par exemple, à Achères, dans ma circonscription, alors que Poissy, ma ville de cœur, en a bénéficié et s'en félicite tous les jours. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont vos données aujourd'hui sur l'état de ces infrastructures hors QPV et comment accélérer le développement de ces infrastructures avec les collectivités? Merci. Merci, Monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci, Madame la Présidente. Le projet annuel de performance du projet de loi de finances pour 2024 relève que le taux de licence dans les zones de revitalisation rurale est en baisse. Celui-ci passe de 22,5% en 2021 à 18,2% en 2022, alors que dans le même temps, le taux de licence moyen au niveau national suit l'évolution inverse, en augmentant de 19,% à 22,5%. Nous assistons donc à un véritable décrochage de la pratique sportive en club en milieu rural. Or, et vous le savez bien, les clubs sportifs sont des lieux importants de sociabilité locale dans les territoires ruraux. Il convient de mieux les soutenir. Au contraire de ce qui est nécessaire pour leur apporter un tel soutien, la part des crédits déconcentrés consacrés à des actions en direction des territoires socialement défavorisés a baissé en 2022. Alors, quelles actions l'Agence nationale du sport envisage-t-elle pour renforcer la pratique sportive en milieu rural? Merci Madame la députée. Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je souhaite vous remercier pour votre engagement à la tête de l'Agence nationale du sport que notre majorité a souhaité créer en 2019 afin de contribuer au développement des pratiques sportives et de monter en compétences dans la perspective notamment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Parmi vos missions se trouve celle de la structuration de la performance paralympique pour faire émerger les champions de demain par la participation au développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. J'en profite pour souligner l'engagement des acteurs de terrain, à l'image du collectif 29 Accueillir la différence, faire du sport autrement, qui, dans ma circonscription, organise chaque année un défi afin de promouvoir notamment des rencontres sportives entre valides et non-valides. Je suis convaincue que c'est en développant les liens, mais aussi les lieux communs, que nous contribuerons à la pratique sportive pour tous et ainsi au développement de l'inclusion. Aussi, pouvez-vous nous indiquer de quelle manière l'Agence nationale du sport contribue sur le terrain à davantage d'inclusion sportive, notamment à travers les financements de structures qui favorisent la pratique du handisport? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Francis Dubois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Vous l'avez évoqué dans votre rapport, l'une des missions de l'ANS est d'aider au développement des pratiques sportives, notamment à travers un investissement massif pour les équipements sportifs. En ce sens, le développement en 2022 du plan 5000 terrains de sport, largement plébiscité par les collectivités locales, a permis la création de nouvelles infrastructures sportives de proximité. Or, vous le savez, les besoins en milieu rural, notamment en Corrèze, en ce domaine restent considérables. Infrastructures sportives insuffisantes, inégalement réparties et souvent vieillissantes sur les petites communes rurales sont les premières concernées. Je souhaiterais donc savoir
Quelle a été la part de subventions accordées aux communes rurales sur 2022-2023 au titre du plan 5000 terrains de sport, sachant par ailleurs que les attentes des collectivités sont grandes sur le sujet de la rénovation, notamment thermique, du surcroît dans le contexte inflationniste actuel? Comment l'ANS entend-elle poursuivre cet effort d'investissement en 2024 pour les zones rurales? Avez-vous des projections chiffrées à nous communiquer pour les territoires ruraux? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. Fabien Di Filippo. Merci Madame la Présidente. Je salue Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Président de l'ANS. J'ai bien noté précisément les priorités de l'ANS telles que vous les avez présentées. Elles posent quand même certaines questions parce qu'on constate aujourd'hui qu'avec ce doublon du ministère qui a été créé, eh bien, les bases d'une nation sportive, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, ne sont plus là. La première des priorités, avec le premier des budgets, 112 millions d'euros, c'est des efforts renforcés sur la haute performance, avec un objectif de très court terme, des médailles aux Jeux Olympiques et un phénomène entonnoir, on accompagne de moins en moins d'athlètes. Et tout ça se fait au détriment de développement de la pratique pour tous les publics et la préparation des générations futures, parce que c'est surtout ça qui devrait être la priorité. Et deuxièmement, quand vous parlez du développement des pratiques, 100 millions d'euros, le plan 5000 équipements, je me joins à tout ce qu'ont dit mes collègues, c'est-à-dire le fait que dès que le critère de QPV, quartier prioritaire de la ville, n'était pas présent dans un projet, il était systématiquement en dessous de la liste et il se retrouvait écarté de ces différentes aides, ce qui a créé énormément de frustration. Donc moi, ce que je pose comme problème aujourd'hui, c'est celui de notre objectif de faire de la France à long terme une nation sportive. Merci, monsieur le député. Monsieur Cadot, monsieur Sanor, c'est à vous pour les réponses. Je vais répondre essentiellement sur 3 sujets, et puis ensuite Frédéric Sanor sera un peu plus précis sur les différents points. Je vous prie d'excuser ce départ un peu rapide pour une réunion à l'Élysée importante à laquelle je n'ai pas pu échapper malheureusement. Et c'était la raison pour laquelle on avait demandé d'avancer d'un petit quart d'heure. Sur la question de la haute performance, je redis que des moyens importants ont été orientés sur le plan Ambition Bleue. On l'a développé, on pourra le rechiffrer de manière détaillée si vous le souhaitez. C'est un fait. Le vrai sujet, c'est de savoir comment ces financements auront servi à améliorer la performance de nos équipes et à obtenir, dans la circonstance tout à fait particulière où nous accueillons les Jeux sur notre propre territoire, l'effet du home advantage, comme on dit dans le monde des Jeux. Est-ce qu'il sera réel? Est-ce que les orientations des financements qu'on a un petit peu détaillées tout à l'heure auront été efficaces et orientées sur les bons choix, sur les bonnes fédérations? Est-ce qu'autrement dit, le bilan qu'on pourra en tirer après les Jeux permettra de confirmer ce que nous annonçons, c'est-à-dire une réelle priorité qui a été donnée par l'agence et par sa réactivité, sa capacité à faciliter tout de même un certain nombre de projets nouveaux qui ont été mis en place sur les technologies, le Sport Data Hub, sur des recrutements d'entraîneurs en un temps rapide, sur des solutions de financement dédiées et modernisées vis-à-vis des athlètes. Nous le verrons après. Ce que je peux dire, c'est que la stratégie aujourd'hui est puis sur une stratégie très clairement affichée et pilotée, et sur une remise à un niveau de rémunération des athlètes qui leur permet de se consacrer réellement pendant ces années de préparation aux Jeux, avec des moyens réels, et vous le savez, un minimum de 40 000 € bruts pour tous les athlètes qui sont dans le cercle de la haute performance. Aujourd'hui, les chiffres tels qu'ils sont esquissés à partir des tests de qualification et des tendances laissent espérer de bons résultats, c'est-à-dire le top 5. Je rappelle qu'en 2016, en 2016, nous étions sur les Jeux Olympiques au numéro 7, nous étions au rang numéro 7. En 2020, au 8e rang. L'objectif, c'est de remonter au 5e rang, donc d'avoir pas mal de médailles. Tout de même, puisque en 2020, c'était 33 médailles. Il faut qu'on en ait plus et il faudrait qu'on en ait davantage en or. Donc tout ce travail est suivi fédération par fédération au vu des résultats. Je ne peux pas aujourd'hui préjuger de ce qui sortira, mais nous avons donné tous les moyens pour optimiser cette réussite. C'était vraiment l'objectif. Et à date, et sur les 650 athlètes qui font partie du cercle de la haute performance,
JO et JP, nous avons jusqu'ici des perspectives qui sont encourageantes. Pour les Jeux paralympiques, et pour être très clair, sur la dernière phase, en ayant fait un point fédération par fédération, certains ont voulu évoquer à juste titre l'entretien de la ministre sur la fédération de l'athlétisme, qui compte pour un très grand nombre de médailles, vous le savez, dont les résultats en test de qualification cette année n'étaient pas excellents. Donc ce travail est fait de manière extrêmement fine. C'est vrai qu'on a eu quelques déceptions sur quelques fédérations, sur le basket, sur notamment, je pense, on n'a pas été très heureux non plus sur l'escrime cet été dans les sélections, et puis sur le tir ou l'athlétisme, mais sur d'autres, en revanche, on a eu des perspectives assez encourageantes. Et donc le choix et la stratégie, elle est très simple, c'est de prendre toutes les médailles mondiales, tous les championnats du monde, et essayer, pour tous ceux qui ont été sélectionnés dans les championnats du monde, de faire l'accompagnement de la dernière marche dans la dernière année qui permet d'arriver aux médailles olympiques, qui sont souvent un peu plus que les seuls championnats du monde. Donc voilà, enfin, je redis, sur les Jeux paralympiques, je rappelle que 3/4 des médailles relèvent de la fédération handisport, et pas de fédération délégataire. Et donc, il y a là une difficulté, puisque les résultats de la fédération handisport cet été n'étaient pas au rendez-vous de nos espoirs. En revanche, là aussi, il y a des fédérations délégataires en para sur un certain nombre de disciplines qui ont eu des résultats plus encourageants. Donc là aussi, nous espérons améliorer significativement les résultats sur les Jeux paralympiques. Je redis là aussi les chiffres. On était au 12e rang en 2016, au 14e rang en 2020. Et donc l'objectif que le président a fixé, il parlait du 5e rang, mais en tout cas, l'objectif est d'améliorer ses performances. Voilà, deuxième point sur lequel je veux donner aussi quelques orientations un peu plus générales, c'est l'héritage. Là aussi, tout le monde est conscient que la création de cette Agence nationale du sport, qui a été voulue notamment dans la perspective de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, et pour redonner, que ce soit sur la performance de nos athlètes ou que ce soit sur un développement et une transformation des pratiques dans notre pays après le Covid, tout le monde a conscience que cet héritage ne pourra être clairement posé qu'au vu des résultats des Jeux. Pour l'heure, le travail que toute l'équipe autour de Frédéric Sanor porte est d'essayer d'avoir un héritage que l'agence puisse continuer à porter avec de bons résultats. Sur le plan des engagements d'investissement, le deuxième plan succédant au plan petits équipements de proximité, avec un montant de 300 millions d'euros, assure évidemment cette transition pour permettre de poursuivre l'héritage après les résultats des Jeux, au moment où beaucoup de gens vont s'inscrire dans les fédérations, se licencier, et pour qu'ils puissent pratiquer le sport, et avec des délais courts, qui est celui de ces équipements de proximité. Et en commençant par l'école, pour répondre à une des questions, dans la proximité des cours d'école. Ce plan, il est prévu, il est déjà dans la perspective de l'héritage. De la même façon, sur le partenariat, nous travaillons actuellement avec les partenaires des Jeux, les grandes entreprises qui ont financé 97% des ressources du COJO proviennent de fonds privés ou de billetterie ou de droits de télévision. Donc une grande partie des partenaires sont prêts à continuer à accompagner le sport, tout simplement parce qu'ils voient que ça correspond à une attente très forte du pays dans les entreprises, pour la santé, dans les écoles. Et donc sur tous ces plans-là, nous pensons que l'héritage sera au rendez-vous et que les Jeux auront fortement accéléré cet héritage avec les différents plans qui ont été mis en place. Troisième point, moi je veux mentionner tout de même la question du handicap. Il y a les questions des médailles, il y a aussi la question du regard sur le handicap, il y a les questions de l'accessibilité dans les transports, puisque vous avez eu la réunion ce matin. Tout cela aura été fortement accéléré par les Jeux, puisque les actions sont en cours. Mais vous avez parfaitement raison, il faut ensuite qu'il y ait une véritable dynamique et un projet qui doit être le projet de l'ANS, de mon point de vue, sous le contrôle du gouvernement et de la ministre des Sports ou du ministre des Sports, pour la phase ultérieure au jeu et sur la base d'un bilan complet. Et sur le plan du bilan, je veux rappeler qu'ont été financées et sont actuellement engagées 13 études d'impact qui vont mesurer l'impact des Jeux
dont certaines d'entre elles, l'une sur la haute performance. Donc il y aura une évaluation extérieure qui ne sera pas l'évaluation de la ministre des Sports ou de l'ANS ou de la direction des sports, mais qui sera une évaluation faite par des experts et des cabinets extérieurs et des universités sur des données qui ont été posées avant l'événement et pas après, en choisissant ensuite ce qui peut éventuellement être perçu comme le plus favorable. Donc je me permets d'insister sur le fait que l'héritage des Jeux est évidemment à valider collectivement avec les partenaires au vu des résultats des Jeux et de leur réussite, et que nous nous sommes donné les moyens d'ores et déjà de le déployer sur un assez grand nombre de sujets, dont ceux que je viens de citer et quelques autres, en particulier indéniablement la transformation des valeurs auprès de certains dirigeants ou auprès de certains acteurs pour avoir des mesures de contrôle qui soient systématiquement renforcées. C'est ce que j'évoquais dans mon propos introductif. Dernier point, je l'ai ressenti, je dois le dire, en 2022 et 2023. Nous sommes en train de le traduire avec le nouveau plan. Incontestablement, il faut soutenir sur des petits équipements en particulier une programmation soit de rénovation, soit de création nouvelle dans des zones rurales ou dans des zones périurbaines qui, en vérité, présentent des caractéristiques de difficultés considérables, même si elles ne sont pas directement dans les périmètres historiques des QPV. Il y a là un vrai enjeu. Beaucoup d'élus l'ont fait remonter. Vous l'aviez fait d'ailleurs lors de la précédente l'année dernière. Et nous recevons, et je reçois même en tant que président, un certain nombre de courriers dans ce domaine qui ont conduit à ce qu'on souhaite cet assouplissement permettant de cibler davantage sur les zones rurales que cela n'a été le cas sur le premier projet qui était davantage orienté, vous le savez, sur les quartiers prioritaires de la ville. Ce qui ne les exclut pas, mais ce qui les complétera naturellement. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais mettre l'accent, et je passe le relais à Frédéric Sanor. Merci, Président. Merci à toutes et tous pour vos questions. Je vais essayer de les reprendre, alors peut-être par grande thématique. Et du coup, ça permet aussi de revenir sur votre propos introductif, Madame la Présidente, concernant effectivement la convention d'objectifs et de moyens qui nous lie entre le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport. Donc cette convention avait déjà été largement travaillée, préparée, avancée tout au long de l'année 2020-2021. Mais elle s'est vue effectivement à travers aussi les impulsions nouvelles qu'apportait la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, encore actualisée, rénovée avec des nouveaux indicateurs, un avenant notamment qu'on a pu signer entre la Direction des Sports et l'Agence nationale du sport sur la définition des missions, mais aussi les attendus en matière de politique publique et d'action d'objectifs ciblés, chiffrés, demandés à l'agence. Donc c'est des échanges qu'on a apportés et qu'on a pu avoir en conseil d'administration à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, les interactions sont très claires dans les rôles, les missions, la complémentarité, puisque effectivement, on est compétent en matière de développement des pratiques sportives, de soutien financier aux fédérations, aux comités, aux ligues, aux clubs, mais aussi en matière de haute performance, en lien avec les fédérations sportives et bien sûr l'ensemble de l'écosystème de la haute performance, là où le ministère et la direction des sports est bien sûr compétente sur les sujets régaliens, de politique publique, d'éthique, également de lutte contre le dopage, ou encore tous les aspects à dimension plus réglementaire qui sont portés par l'ensemble des équipes de la direction des sports, ainsi que la gestion et le pilotage des établissements du ministère. Je pense à l'INSEP, mais aussi bien sûr à l'ensemble des CREPS. Et donc tout ça demande une animation et une interaction avec l'ensemble de l'écosystème permanente. Donc on travaille de manière très étroite ensemble et en complémentarité, et effectivement ce travail avec le temps c'est parfaitement mis en adéquation, là où au départ effectivement on a une nouvelle structure qui arrive, qui doit se faire sa place, pas uniquement vis-à-vis du ministère des Sports, mais vis-à-vis du comité olympique, du comité paralympique, de fédérations qui sont parfois centenaires. Et donc c'est normal qu'au milieu de cet écosystème pour lequel on avait effectivement une mission quand même de rénovation du modèle, de transformation d'un certain nombre d'éléments, eh bien il est fallu quelques mois, voire quelques années, notamment dans la période que l'on a connue en 2020-2021, pour que les choses trouvent bien leur place les unes aux côtés des autres.
D'ailleurs, dans la même logique, et pour bien clarifier, notamment en matière de haute performance, le rôle et les missions entre l'INSEP et l'Agence nationale du sport, on a là aussi en 2022 conclu une convention entre la direction des sports, l'INSEP et l'Agence nationale du sport pour bien définir le rôle des uns et des autres et s'assurer qu'on ne doublonne pas, mais qu'au contraire, on assure une bonne mise en cohérence de nos actions et surtout de nos compétences, parce qu'effectivement, nos prérogatives sont différentes et nos leviers d'intervention, d'expertise et de moyens sont là aussi différentes. Et donc, notre souhait, bien sûr, collectif était d'en optimiser la mise en œuvre. Donc ça, c'est un premier élément important dans nos interactions et même les choses plus posées qui sont avec le ministère des Sports. Pour revenir sur les différentes questions, il y a également eu des éléments concernant la haute performance. Alors, effectivement, on a ce sujet assez récurrent des sportifs, du nombre de sportifs et du niveau d'accompagnement des sportifs de haut niveau. On a plus de 15 000 sportifs qui sont sur les listes ministérielles. On accompagne chaque année à l'agence par l'intermédiaire d'aides personnalisées un peu plus de 2100 sportives et sportifs de haut niveau qui nous sont ciblés plus spécifiquement par les fédérations sportives, par les directions techniques nationales, parce qu'on est effectivement vers des publics qui sont dans une dynamique de performance sportive qui sont et qui nécessitent d'y dédier quasiment un temps plein dans son activité et donc d'avoir un accompagnement financier plus important que d'autres. Il y a aussi une question de tranche d'âge. Sur les 15 000 sportifs listés, il y a des très jeunes. Et donc là aussi, un accompagnement financier lorsqu'on est dans son club, dans un pôle espoir ou dans des structures jeunes, ne sont pas forcément absolument nécessaires. Il y a déjà un encadrement qui est porté et des dépenses qui sont prises en charge, notamment par les fédérations, dans le cadre des contrats de performance, dans le cadre des actions de soutien au sport de haut niveau, pour organiser des stages, payer les déplacements sur les compétitions. Et ça, effectivement, ce sont des actions que les sportifs et les sportifs de haut niveau ne perçoivent pas directement en financement de l'agence, mais qui sont bien des dizaines de millions d'euros, 72 plus exactement en 2023, qui sont donnés aux fédérations pour organiser la pratique sportive du haut niveau en lien avec leurs sportives et leurs sportifs sur l'ensemble du territoire, qu'il soit national et surtout, bien sûr, international. Et puis, au milieu de ces 2100 sportifs qui sont accompagnés par les aides personnalisées, le président l'a redit, il y a un cercle haute performance pour lequel nous, on garantit un revenu minimum de 40 000 euros par an. Et ça veut dire effectivement un accompagnement renforcé. Et là, on est sur des sportives et des sportifs qui ont un potentiel avéré de médailles olympiques ou paralympiques. C'est globalement entre le top 8 et le top 10 mondial. Donc, il est probable qu'effectivement, on ait des sportives et des sportifs qui sont dans un classement un peu moindre, qui n'est pas un accompagnement financier de l'agence ou bien qui est simplement un accompagnement par leur fédération pour organiser leurs pratiques sportives plus globalement. Et j'ajoute qu'au-delà des aides financières directes sur les aides personnalisées, on a également une action extrêmement déterminée sur l'accompagnement socio-professionnel, notamment le soutien des entreprises à travers les contrats d'insertion professionnelle, mais aussi toute l'action du pacte de performance avec la Fondation du sport français. Et là, c'est plus de 1000 sportives et sportifs de haut niveau qui sont mis en emploi à travers une entreprise et pour lequel on intervient en complément pour organiser cette action. Et là, c'est près de 300 entreprises qui sont d'ores et déjà mobilisées pour accompagner les sportives et les sportifs et aussi des financements complémentaires de l'État par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport. Donc voilà, un élément important parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses sur le soutien aux sportifs et aux sportifs de haut niveau. Il y a toujours à faire parce qu'il y a beaucoup de sportives et il y a beaucoup de sportifs. Mais effectivement, les chiffres et le diagnostic que vous avez évoqué, notamment concernant le seuil de pauvreté au moment des Jeux de Rio, eh bien, on va quasiment avoir réglé la globalité des problématiques pour avoir aucun sportif sous seuil de pauvreté pour les Jeux de Paris 2024. C'est un engagement qu'on a pris, on y travaille tous les jours et c'est vraiment une action déterminée qu'on porte, bien sûr, sous l'impulsion de notre ministre qui y tient énormément. Sur les autres thématiques,
Ont été évoquées les actions de la grande cause nationale du sport. Effectivement, et ça rejoint le sujet plus global que vous avez porté sur le développement du sport féminin. Effectivement, sur 2024, la grande cause nationale du sport aura un fonds spécifique qui permettra d'accompagner la promotion et le développement du sport. C'est près de 5 millions d'euros mobilisés par le ministère des Sports, mais également l'accompagnement d'acteurs privés qui seront mobilisés. Alors, on a déjà plusieurs initiatives en matière de sport féminin. Il y a, et on le sait très bien, la question du rôle modèle. Voir plus de femmes sportives à haut niveau et avoir une visibilité accessible, notamment à la télé, sur différents supports médiatiques. C'est pour ça que depuis plusieurs années déjà existe le fonds d'aide à la production audiovisuelle qui a été doté de près d'1,5 million d'euros. 1 million d'euros de l'agence, 500 000 euros de financement direct du comité olympique pour accompagner ce fonds et 1 million d'euros complémentaires suite à l'atelier porté par la ministre des Sports sur le développement du sport féminin pour mener ce fonds à hauteur de 2,5 millions d'euros en 2023. C'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint jusqu'ici et ça nous permet d'accompagner des documentaires, des reportages et surtout la retransmission sur des chaînes gratuites, accessibles, de compétitions sportives nationales, internationales pour les femmes. Et donc ça, c'est vraiment un élément très important qu'on maintient et qu'on va poursuivre dans le temps. C'est également toute l'action en direction des clubs, des fédérations qui sont portées chaque année. C'est 5700 actions spécifiques sur le sport féminin qui sont accompagnées par l'agence chaque année. C'est plus de 14 millions d'euros qui sont mobilisés. Également, et j'en parlais tout à l'heure, des initiatives partenariales nouvelles pour aller plus loin, parce que ça a été bien dit dans vos interventions, sur le sport féminin, on est toujours sur une légère progression. On était à 28% il y a quelques années, 30%. On atteint péniblement 35% de pratiquantes. Donc on doit encore faire mieux. On doit encore s'investir sur le sujet, mais on n'a pas forcément trouvé tous les leviers pour pouvoir développer cette action. C'est pour ça que depuis le mois de mai dernier, avec l'équipementier Nike, on mène une expérimentation sur le territoire de Pantin, en Seine-Saint-Denis. On l'élargira au 19e arrondissement de Paris dans quelques semaines. Une action en direction de 3000 jeunes filles âgées entre 7 et 13 ans pour leur proposer au quotidien des activités sportives sur un mixte digital, puisqu'on les équipe de montres connectées, d'une application dédiée en lien avec leurs parents, bien sûr, notamment pour les plus jeunes par téléphone, où tous les jours, on leur propose des activités physiques accessibles. Ça peut être monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, ça peut être faire 2-3 fois le tour de sa cour d'école, mais en tout cas, c'est des initiatives un peu nouvelles, travaillées avec un échantillon de jeunes filles pour essayer d'apporter des nouveaux leviers, un nouveau modèle de développement de la pratique sportive féminine. Et à la fin de ces expérimentations, qui se font quand même entre 6 et 9 mois sur chaque territoire, eh bien on souhaite vraiment en développer des nouveaux concepts qu'on proposera aux fédérations, aux collectivités locales, pour aller plus loin sur le développement du sport féminin. C'est une forme de laboratoire grandeur nature qui est vraiment très important pour nous si on veut augmenter et améliorer notre action en matière de sport féminin. Également, la question des équipements, où effectivement, très souvent, quand on retrouve des équipements assez classiques, ils sont assez vite utilisés par les garçons, voire exclusivement. Et donc, dans les notes de service, les orientations qu'on porte sur les équipements, et notamment à dimension non genrée, eh bien, on souhaite favoriser les pratiques mixtes. Et ça passe par plusieurs éléments, soit un mobilier sportif adapté, soit effectivement une programmation sportive qui laisse la place aux pratiques sportives mixtes, féminines et masculines, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment un élément très important et a été également souligné dans le rapport d'activité une baisse en pourcentage de notre accompagnement au sport féminin. Je veux simplement préciser qu'entre 2018 et 2022, les crédits de l'Agence nationale du sport ont quasiment été multipliés par 2. Et donc, effectivement, en pourcentage par rapport en 2018, il y a une baisse, mais en volume global financier, les budgets restent bien plus conséquents. Voilà. Après, quand on fait le ratio, effectivement, il y a une légère baisse, mais budgétairement, on est plutôt sur une augmentation. Vous avez également évoqué la question des conférences régionales du sport, de la gouvernance territoriale. Eh bien, là encore,
On a bien avancé, on a effectivement 18 conférences régionales du sport qui sont installées, 12 sur l'Hexagone et 6 outre-mer. On a 15 conférences des financeurs et la quasi-totalité des projets sportifs territoriaux qui sont maintenant arrêtés. Ces conférences des financeurs, elles sont en train de s'installer, de se mettre en œuvre et de décider sur les dossiers qui leur sont soumis, notamment sur 2 sujets, les équipements sportifs et l'emploi sportif. Et là, effectivement, eh bien, maintenant, il faut qu'on arrive à optimiser le croisement des avis entre les différents territoires. Le président l'a évoqué sur l'avis départemental qu'il faut bien pouvoir prendre en compte, et aussi la nécessité d'organiser le flux des décisions, des avis qui sont portés par ces différentes instances. Donc les choses sont en train de s'engager. On réunira encore dans quelques jours un nouveau cercle des présidentes et présidents de conférences régionales du sport qui évoquera ces sujets. Et c'est vraiment important parce que là aussi, ça a été évoqué, notamment sur l'ensemble des territoires. Si on veut pouvoir embarquer tous les territoires et vraiment mener des actions de proximité en phase avec les attentes, eh bien, et notamment sur les territoires ruraux ou sur les territoires, comme ça a pu être évoqué, qui sont un peu entre 2 actions ou points prioritaires, eh bien, il faut aussi partager sur ces spécificités de bassin de vie local, territorial, et ces conférences sont aussi faites pour ça, et donc il faut qu'on puisse s'en servir. Et puis quelques éléments également sur le plan 5000. Alors pour répondre à votre question sur le plan 5000 et les zones de revitalisation rurale, c'est 68% de 195 millions. Donc si le calcul est bon, on doit être autour de 134 millions d'euros. C'est assez inédit. On voit que ce premier plan 5000, c'est principalement les territoires ruraux qui ont trouvé leurs besoins et la possibilité de mener des nouvelles actions sportives grâce à ce plan. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, sur le nouveau plan, eh bien, on a effectivement les 3 leviers qui ont été identifiés. Et donc, ça rejoint la question sur le design actif, puisqu'on souhaite développer 1500 cours d'école. Et donc, beaucoup à travers la question du design actif, mais aussi avec des aménagements ou du mobilier sportif complémentaire. On a déjà fait un premier test, là encore en 2023, puisque suite à un des ateliers sur le sport scolaire porté par la ministre, eh bien, on a porté un projet avec un objectif de créer 200 cours d'école actives et sportives dès 2023. On en a déjà réalisé à peu près 150 sur cet objectif. Et là, on est principalement sur du dessin au sol, sur de la peinture de sol, sur ce design actif. Donc, on voit que ça prend bien. Ça répond à une demande et surtout, ça permet là encore de peut-être sortir des logiques assez classiques d'un terrain multisport ou d'un terrain de handball tracé de manière assez basique dans une cour d'école qui sont très souvent utilisés par les garçons plus que par les filles. Donc ce design actif et ces cours d'école actives et sportives suivent aussi cet objectif de pouvoir mettre en mouvement à travers des notions de jeu et de plaisir dans l'activité, mais aussi des dessins qui permettent au sol d'accompagner cette pratique. Et pour également répondre à la question sur le zonage du nouveau plan 5000, eh bien, on aura une priorité qui sera donnée, comme c'est toujours le cas dans nos actions vers les QPV et les ZRR, mais pas d'exclusivité, ce qui veut dire que l'ensemble des territoires pourront être éligibles à ce nouveau plan qui sera développé à partir de janvier prochain. Donc pas d'exclusivité là-dessus. L'ensemble du territoire national pourra être éligible à ces dossiers. Et ça me permet aussi de répondre à la question sur les dossiers non retenus. Alors, lorsqu'on nous pose la question, on essaye toujours, que ce soit les services départementaux, régionaux ou au niveau national à l'agence, d'apporter une réponse sur la raison. Alors, il y a plusieurs raisons en 2022 ou en 2023 sur des dossiers non retenus. Soit effectivement, eh bien, on a une dotation budgétaire qui ne permet pas d'accompagner tous les projets, soit le projet ne répondait pas aux définitions et aux cahiers des charges posés dans le cadre de nos notes de service, soit tout simplement, et ça arrive assez fréquemment, le dossier n'était pas complet. Un dossier complet, ça veut dire effectivement avoir un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'engager une dépense et une subvention publique. Donc voilà, c'est autant d'éléments qui font partie de la vie
d'une subvention, mais qui sont aussi nécessaires lorsqu'on administre, comme nous, plus de 450 millions d'euros par an. Derrière, il faut qu'on ait un suivi administratif solide avant d'engager des dépenses publiques. Et ça rejoint également la question sur le logiciel, la plateforme Infrasport qui a été développée depuis 2022, mais effective depuis 2023. Plus de 1270 dossiers ont été déposés sur cette plateforme. Donc c'est vraiment un outil de modernisation, de simplification. Et je pense qu'aussi bien pour les services instructeurs en territoire que maintenant pour les porteurs de projets, c'est une amélioration notable dans le traitement des subventions et aussi dans la vie de la subvention. Savoir où en est cette subvention, quand est-ce qu'il va y avoir une décision, quelle est la décision. Voilà, c'est du temps réel pour consulter cette plateforme et voir où en est son dossier. Et en termes de pilotage d'un projet au niveau municipal, intercommunal ou au-delà, on sait à quel point c'est nécessaire pour bien piloter des projets d'envergure, notamment sur de l'investissement et sur les projets d'équipement. Voilà, alors j'ai peut-être oublié quelques questions, je vais juste rebalayer. Ah oui, peut-être sur le sujet important du paralympisme également. Alors, on a précisé l'ensemble des actions qui ont été augmentées. C'est près de 3,5 fois le budget sur la performance paralympique qui a été augmenté. Mais c'est aussi, bien sûr, des actions en matière de développement des pratiques sur le parasport, que ce soit bien sûr avec les fédérations handisport, sport adapté, mais aussi avec les fédérations délégataires qui sont de plus en plus mobilisées sur le développement du parasport, avec là aussi des crédits complémentaires qui seront développés en la matière pour 2024, là aussi suite à une action déterminée de la ministre des Sports sur ce champ, et également un accompagnement en investissement sur la mise en accessibilité et l'acquisition de matériel sportif pour le développement du parasport. Donc c'est autant d'éléments importants, ainsi que, et c'est tout à fait notable à notre sens, le bon alignement des dispositifs d'aide aux sportifs et aux sportifs de haut niveau entre les sportifs paralympiques et les sportifs olympiques, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc maintenant, il y a une approche tout à fait équitable et ce qui est, à notre sens, plus que normal, mais aussi en direction des coachs pour le paralympisme, puisque on avait très souvent dans l'environnement de la performance paralympique un encadrement technique bénévole, non professionnel, et donc là aussi, eh bien, on souhaite accompagner et professionnaliser, parfois progressivement, parfois de manière complète, cet encadrement pour être le plus professionnel possible dans la préparation sportive de nos athlètes paralympiques. Voilà, j'ai peut-être oublié des points. Oui, il y avait deux sujets importants. Alors le premier sur le recensement des équipements sportifs, dire que le ministère des Sports a pris à bras-le-corps ce sujet, puisque le recensement des équipements sportifs à travers DataES devrait être donc relancé. Il y a 2 postes dédiés qui ont été mobilisés en lien avec un des pôles ressources nationales, le pôle ressources basé dans les Pays de la Loire sur l'innovation et qui s'occupe aussi des équipements sportifs. Donc on aura effectivement une mise à jour de ce DataES dans les prochains mois, ce qui est un élément très important. Et puis sur la lutte contre toute forme de violence et de discrimination, ça a été rappelé, c'est plus de 13 millions d'euros en 2022 qui ont été mobilisés, que ce soit sur la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre l'homophobie, contre la radicalisation, contre toute forme de dérive. C'est plus de 13 millions d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 5 fois plus qu'il y a 10 ans à travers l'action du CNDS. C'est 477% exactement d'augmentation, et c'est effectivement un élément sur lequel, alors bien sûr de concert avec le ministère des Sports qui porte ces sujets en direct, on intervient aux côtés des clubs, des comités, des ligues, des fédérations, où il y a effectivement eu cette prise de conscience de l'ensemble de l'écosystème sportif que effectivement il n'y avait pas une parenthèse à ces dérives sociales, sociétales au sein du club, que le club était aussi potentiellement frappé par ces dérives, et donc il fallait pouvoir les traiter, s'organiser. On a encore beaucoup de chemin collectif à parcourir pour être absolument fiable, pour éviter au maximum
toute dérive, mais en tout cas une mobilisation financière et une prise de conscience de l'ensemble de l'écosystème est d'ores et déjà en cours et donc sera poursuivi bien sûr. Et j'ajoute également que dans le cadre de nos financements sur les projets sportifs fédéraux, c'est plus de 15 000 clubs sportifs qui sont aidés chaque année, eh bien, il y a également un engagement de chaque club à signer la charte, une charte qu'on a produite sur le respect des principes de la République et de la laïcité. Donc c'est aussi un élément important dans la mise en œuvre de nos actions. Et peut-être le dernier point sur la question de l'aisance aquatique, du savoir nager. La question a été posée. Il y avait effectivement un financement direct en investissement sur les piscines. Aujourd'hui, c'est fondu dans l'accompagnement de nos équipements structurants, mais sur l'aisance aquatique et j'apprends à nager, eh bien, il y a 4 millions d'euros qui sont mobilisés et qui ont été déployés depuis plusieurs années maintenant, avec notamment la formation d'instructeurs, la formation de formateurs sur l'aisance aquatique. Et puis maintenant, le financement d'actions pour organiser les stages d'apprentissage de la natation et ouvert aussi aux plus jeunes et notamment sur des très jeunes enfants puisqu'on sait que une grande partie des noyades arrivent sur des enfants de bas âge et donc la volonté d'élargir cet apprentissage et cette mise en sécurité dans l'eau dès le plus jeune âge. Donc voilà, 4 millions d'euros qui sont mobilisés depuis plusieurs années en fonctionnement pour le savoir nager et l'aisance aquatique et qui sont maintenus dans ce projet de budget 2024. Merci beaucoup, Monsieur Sanor. Donc, nous excusons le départ de Michel Cadot, qui effectivement nous a indiqué qu'il avait une autre réunion. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier tous les deux pour les réponses que vous avez apportées, pour les réponses exhaustives. Et vous avez bien fait le tour des sujets et des questions qui ont été posées. Et je voulais rappeler à mes collègues que nous n'avons pas terminé tout à fait la séance, puisque nous devons procéder à un certain nombre de désignations. En effet, en vue de la semaine de décembre, dont l'ordre du jour est fixé par l'Assemblée et qui inclut la journée réservée aux propositions de loi choisies par le groupe Les Républicains le 7 décembre, nous devons désigner une série de rapporteurs et j'ai reçu les candidatures suivantes. Donc, pour la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée visant à assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l'accès au cinéma dans les Outre-mer, donc c'est la PPL 1362, Monsieur Johnny Ajar du groupe socialiste est désigné et est proposé à la désignation et nous devrons désigner un autre rapporteur du groupe Modem la semaine prochaine. Pour la proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et simplifier la vie associative, la candidature de Monsieur Quentin Bataillon. Pour la proposition de loi visant à pérenniser les jardins d'enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financement public, c'est Madame Michèle Tabarot qui nous a fait l'honneur de sa candidature et donc qui revient ainsi dans la commission qu'elle a présidée. Et pour la proposition de loi visant à relancer l'organisation des classes de découverte, nous avons la candidature de Madame Émilie Bonivard. Pour la proposition de loi portant plan d'urgence pour le recrutement et la formation initiale des enseignants du second degré, la candidature de Monsieur Alexandre Portier. Et pour la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive, la candidature de Monsieur Jean-Louis Thiriot. S'il n'y a pas d'objection, donc ils sont désignés. Nous examinerons ces propositions de loi la semaine du 27 novembre. Donc, toutes les propositions de loi seront examinées la semaine du 27 novembre. Je vous dis ça, mes chers collègues, pour vos agendas. Donc, et nous nous retrouverons mercredi prochain pour l'audition de M. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement, chargé de France 2030, et sur les effets de ce plan sur les secteurs qui relèvent de la compétence de notre commission. Merci à vous tous.